Bon, c'est à moi l'honneur de présenter Amandine. Ça fait une dizaine d'années qu'on se voit, qu'on parle visio et qu'on travaille ensemble, mais je ne l'avais pas encore vu en vrai physiquement. C'est l'occasion. Donc, Amandine Corning est chercheuse CNRS et elle travaille au Moulon à Paris-Saclay. Et elle est maintenant chef d'équipe de Eclectic, ou alors Amandine Corning's Lab. Et elle travaille sur plusieurs modèles des interactions entre les plantes et les insectes, et précisément le puceron et les pommiers, et puis maintenant d'autres plantes et d'autres arbres aussi. Et on a notamment collaboré dans le cadre d'une ANR jeune chercheur qui s'appelait Pléjure, dans lequel on a séquencé plusieurs pommiers, poiriers et d'autres. Voilà. Donc aujourd'hui, elle va vous parler du pommier. Et Climate Proof, comment faire un pommier qui s'adapte? Exactement. Merci William pour l'introduction et c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation par William et aussi par le CNRGB. Aussi, merci pour tout le travail que vous faites au quotidien pour les projets de recherche de l'équipe. Donc aujourd'hui, en fait, je vais essayer de vous montrer quelle recherche fondamentale on a besoin pour essayer d'avoir, peut-être espérer un jour avoir des pommiers résistants au climat ou aussi comment faire pour voir ça chez les autres fruitiers. Et donc, avant de commencer, je veux remercier mon équipe qui s'appelle Eclectic et pour écologie et génomique des interactions multi-espèces. Donc, il y a Anthony qui est assistant ingénieur, ingénieur assistant, qui est moléculaire biologiste, Amandine et Mathieu qui sont plutôt des écologues, Shilong, Fio et Aurélie qui sont en postdoc et bioinformaticiens. Et il y a Aurélie qui est ici. Donc, si vous voulez poser des questions plus tard, n'hésitez pas à les demander. Et ensuite, tous les étudiants en thèse, donc Sergio Celia-Yucci, Maxime Ronan, qui travaillent à fond sur les différentes questions que je vais vous montrer aujourd'hui, et aussi l'ensemble des masters qui ont participé à ces projets. Alors, comment les populations vont s'adapter à leur environnement? C'est une question qui est essentielle dans le cadre des changements globaux, qui inclut l'émergence de parasites. On a fait face à ça avec le Covid-19, pardon. L'émergence de ravageurs, par exemple les pucerons, ou le changement climatique. Alors, à propos des fruitiers, on sait que c'est des espèces essentielles dans les écosystèmes, dans des espèces clés de voûte. Elles vont fournir de la nourriture, des abris, et aussi dans les agrosystèmes, on consomme un grand nombre de fruits. Les amandiers, les pommiers, les poiriers, on va faire le marché ici. Et étonnamment, on connaît très peu leur réponse au changement climatique. Et ce qui apparaît essentiel à l'heure actuelle, c'est d'étudier à la fois les espèces cultivées, mais aussi leurs apparentés sauvages. Et ça suppose de mieux comprendre leurs histoires de domestication. Et quand on regarde l'histoire de la domestication et on essaie de comprendre comment les processus évolutifs sont à l'origine de la diversité qu'on observe à l'heure actuelle, en fait, on peut repartir sur la théorie de Darwin. En fait, Darwin a essayé de comprendre les processus évolutifs à l'origine de la diversité dans les écosystèmes. Pourquoi on a autant de phénologie, de physiologie, de morphologie. Bon, là, ici, je suis un peu biaisée, il y a que des plantes. Et en particulier, il a essayé de comprendre quels sont les processus évolutifs à l'origine de la divergence. Donc, ce que j'appelle divergence, c'est la différenciation entre différentes lignées évolutives qui peuvent amener à des nouvelles variétés, des nouvelles populations ou des nouvelles espèces. Et alors, historiquement, on essaie de comprendre le rôle de la sélection naturelle dans ces processus de divergence, par exemple ici, entre l'ours brun et l'ours blanc, dans deux environnements différents, versus le rôle des flux de gènes. Alors, ces flux de gènes, ils peuvent intervenir de deux différentes manières. Soit on a mis en place de barrières aux flux de gènes entre les deux taxa, ce qui va amener la divergence de ces deux taxa. On peut aussi avoir des introgressions d'un taxa 3, par exemple ici, dans le taxa 2, qui va impliquer la divergence du taxa 2 par rapport au taxa 1. Et en fait, on connaît encore très peu la balance entre le rôle de cette sélection naturelle et le rôle de ces flux de gènes dans la divergence. Et un très bon modèle pour étudier cette question, c'est la domestication des plantes. En effet, la domestication, c'est un processus de divergence récent d'une espèce cultivée, par exemple ici le maïs, à partir d'un ancêtre sauvage, ici la théocinthe. Et durant ce processus de divergence récente, on a la sélection pour des traits agronomiques. Donc là, ici, par exemple, vous avez la théocinthe et le maïs. Vous voyez la différence, et vous connaissez probablement en mangeant.
Le pommier sauvage et le pommier cultivé, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Et ici, vous avez la tomate sauvage et la tomate cultivée. Et vous avez encore plein de flux de gènes qui s'échangent entre taxons cultivés et sauvages, puisque c'est une divergence récente. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la domestication des pommiers? Cette espèce que, enfin en tout cas j'espère, One Apple a Day leaves the Doctor away, j'espère que vous en mangez tous les jours. Et donc en fait, l'ensemble des variétés que vous trouvez sur le marché à l'heure actuelle s'appelle Malus domestica, en fait, c'est l'espèce latine. Et quand on a commencé à étudier cette espèce, il y a à peu près maintenant 15 ans, on n'avait pas beaucoup d'idées du rôle des flux de gènes et de la sélection dans les processus de domestication. Et donc, quand on s'intéresse à la domestication, on regarde les apparentés sauvages pour savoir qui a contribué et quand et comment et où. Et donc, nous, on s'est intéressé à 4 espèces sauvages présentes en Eurasie. Donc, le pommier sauvage européen, Malus sylvestris, le pommier sauvage caucasien, Malus orientalis, donc présent principalement en Turquie, Iran, Arménie, Géorgie, le pommier sauvage d'Asie centrale, donc présent en Asie centrale, et le pommier sauvage sibérien, donc, qui est une espèce un peu outgroup dans nos analyses, Malus baccata, qui est présent en Sibérie, Asie du Sud-Est, et aussi on a trouvé des populations en Chine. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer quelle a été leur contribution, le rôle des flux de gènes dans la domestication du pommier, le devenir de ses ressources, et quel a été le rôle de la sélection naturelle et anthropique dans la divergence du pommier cultivé. Alors, vous avez probablement, ou peut-être, je ne sais pas, entendu parler de Nicolas Vavilov, qui était un éminent botaniste. Et à l'époque, sans aucun marqueur génétique, il a prédit que les pommiers étaient originaires des montagnes du Tian Shan, ici, qui jouxtent en fait la Chine de l'Ouest, le Kyrgyzstan, le Kazakhstan. Si vous avez la chance d'aller là-bas, vous allez voir des forêts qui ne sont pas vraiment des forêts typiquement européennes, très denses, mais qui sont plutôt sur des flancs de montagne comme ça. Et si vous allez dans ces forêts, vous allez pouvoir survivre. Il y a des pommiers, il y a des poiriers, des abricotiers. Vous pouvez faire un man versus wild, il n'y a pas de souci. Enfin, il y a des ours par contre, hein, donc il faut faire attention quand même. Et à l'époque, il disait some of the form in this forest was so good in respect to quality and dimensions that they could be directly grown in a garden. Et en fait, il avait raison, puisqu'en 2010, il y a eu la publication du premier génome de référence du pommier. Et dans ce papier, ils ont montré qu'effectivement, Siversi, donc l'espèce de pommier qui était présent dans ces forêts, était l'ancêtre du pommier cultivé. Donc c'était déjà un premier indice. Par contre, il y avait des contributeurs additionnels supposés le long des routes de la soie. Le scénario était qu'on avait une domestication initiale du pommier cultivé à partir de Malus sylvestris, le pommier d'Asie centrale, et ensuite on a amené le pommier cultivé le long des routes de la soie, et que durant son voyage le long de ces routes, on a eu des contributions des différentes espèces sauvages, donc le pommier sibérien, le pommier sauvage caucasien, et un peu plus tard, quand les Grecs et les Romains ont amené le pommier cultivé en Europe, on a eu potentiellement des contributions par Malus sylvestris. Donc c'était une hypothèse super jolie, mais bon, on n'avait pas du tout de preuves sur la base de marqueurs génétiques. Donc en fait, à l'époque, donc c'était au début de ma thèse, enfin non, pendant ma thèse plutôt, on a utilisé les marqueurs microsat qu'on a amplifiés sur une grande collection de pommiers cultivés, pommiers sauvages, je ne rentre pas dans les détails, et on a montré que Malus sylvestris était un contributeur secondaire majeur à l'histoire de la domestication du pommier. Et c'était particulièrement intéressant parce qu'on montrait que la domestication du pommier et plus largement des fruitiers était plus complexe que ce qu'on pensait avant. C'est qu'en effet, on avait une domestication initiale à partir d'une espèce ancestrale, mais qu'un peu plus tard, on avait une contribution secondaire par des flux de gènes sauvages vers cultivés. Donc ça, c'était pendant ma thèse. Et ensuite, quand je suis arrivée au CNAS, on est parti en Iran, donc avec Hamid et Ahmed, et on a échantillonné des populations de Malus orientalis, et on a vu que cette espèce aussi avait contribué par des flux de gènes sauvages vers cultivés, mais aussi on avait un centre additionnel de domestication en Iran. Et un peu plus tard, à l'arrivée de Shelong dans l'équipe, on a montré aussi que Malus baccata, donc le pommier sauvage sibérien, où je vous disais que c'était un outgroup dans nos analyses, était aussi un contributeur au génome des variétés chinoises qui étaient adaptées au froid. Et Malus baccata est une espèce qui est cold tolérante, donc adaptée au froid. Donc, c'était très intéressant de voir que pendant la divergence du pommier cultivé, pendant la domestication du pommier cultivé, on a eu beaucoup de flux de gènes sauvages vers cultivés. On a utilisé différents marqueurs et on voit à peu près les mêmes patterns. Et ça, c'est des patterns qu'on retrouve chez les arbres fruitiers qui sont liés à leur trait d'histoire de vie. On retrouve ça chez les abricotiers, chez les oliviers, chez la vigne et aussi chez le palmier dattier.
Et à cette époque, on se disait, OK, il y a beaucoup de flux de gènes sauvages cultivés, mais est-ce qu'on a aussi beaucoup de flux de gènes cultivés vers sauvages qui peuvent menacer les populations naturelles de pommiers sauvages, sachant qu'en plus, ces pommiers sauvages sont des contributeurs au génome du pommier cultivé, donc potentiellement des ressources génétiques pour faire face aux changements futurs. Donc, on a regardé cette question en Europe et on a estimé ces flux de gènes du pommier cultivé vers les populations naturelles de Malus sylvestris, vu qu'on avait vu que c'était un contributeur secondaire. Donc, on a quantifié ces flux de gènes, on a regardé aussi si nous, on pouvait influencer ces flux de gènes directement et quelles étaient les conséquences adaptatives, c'est-à-dire qu'on peut avoir des flux de gènes, mais ils n'ont pas de conséquences évolutives pour l'espèce sauvage. Et à la limite, il y a des flux de gènes, c'est pas non plus très grave pour l'espèce sauvage. Et le but, alors c'était pas nous, notre but était de comprendre mieux les processus de spéciation et de domestication, mais c'est aussi de voir est-ce qu'on a des ressources génétiques qui peuvent être menacées pour le futur. Alors, on a fait beaucoup d'appels à contribution. En fait, beaucoup de personnes nous ont envoyé des échantillons. Donc, on a reçu à peu près 2000 échantillons de pommiers sauvages, donc Malus sylvestris, et on avait 300 cultivars qui étaient génotypés avec des marqueurs microsatellites. On n'était pas encore à l'époque des génomes, on ne se connaissait pas encore. J'étais sur ton bureau, mais je n'avais pas encore passé l'étape du mail vers le CNRGB. Et donc là, vous avez un bar plot que nous, on adore faire quand on est généticien des populations. Donc, chaque barre verticale ici, c'était un individu, un pommier génotypé pour les 26 marqueurs microsatellites qu'on avait utilisés. En jaune, vous avez le pool génétique sauvage. En noir, vous avez le pool génétique cultivé. Donc, c'est des approches bayésiennes qui permettent d'estimer le nombre le plus vraisemblable de groupes génétiques dans un jeu de données sans a priori, à part supposer l'équilibre de Hardy-Weinberg. Je ne rentre pas dans les détails, c'est de la génétique d'époque, mais ça vous permet de savoir combien de groupes génétiques vous avez dans votre jeu de données et aussi les niveaux d'admixture. Et donc là, vous voyez par exemple cet individu-là en rouge, il est moitié noir, moitié jaune. Donc ça veut dire que cet individu, cet arbre, est admixte et hybride entre le pool génétique cultivé et le pool génétique sauvage. Donc, nous, quand on a regardé ces résultats, déjà, on a vu que chez Malus domestica, il y avait beaucoup de cultivars qui étaient jaunes. Donc ça, c'était les contributions qu'on avait déjà observées avant du pommier sauvage européen dans le pool génétique cultivé. Par contre, ce qu'on a trouvé super intéressant, c'est que quand on regarde les populations sauvages, il y a beaucoup de noirs dans le jaune, ce qui suggère qu'on a beaucoup de flux de gènes sauvages cultivés vers sauvages, donc des vergers de pommiers cultivés vers les populations naturelles de pommiers sauvages. On a moyenné ces niveaux d'introgression à travers l'Europe et on voit globalement qu'à part en Italie, on a toutes les populations naturelles qui sont introgressées. On a plus d'un quart des populations sauvages qui sont introgressées par le pommier cultivé. Et en fait, quand on a augmenté l'échantillonnage en Italie, on a vu aussi que ces niveaux d'introgression étaient élevés. Donc après, on s'est dit, OK, donc il y a plein de flux de gènes, mais est-ce que nous, on les influence? Donc on a utilisé des grosses bases de données pour tester quels facteurs influençaient ces niveaux d'introgression. Et plus en fait on produit de pommes, et plus en fait le nombre de vergers autour des populations naturelles de pommiers sauvages sont fortes, plus on va avoir des niveaux d'introgression élevés. Alors ça paraît intuitif, mais vu la batterie de facteurs qu'on avait testés, pour nous, ça montrait clairement qu'on avait une influence directe sur ces niveaux de flux de gènes. Et enfin, on a essayé de comprendre est-ce qu'il y a une conséquence évolutive, à savoir est-ce que, in fine, si on regarde la fitness des hybrides, donc comment les hybrides vont croître et survivre par rapport à des individus purs, est-ce qu'ils vont mieux croître ou non? Et donc, on est parti à Dourdan. Je ne sais pas si vous connaissez la forêt de Dourdan. Ce n'est pas dans le sud, alors du coup, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une forêt où il y a plein de pommiers. Il faut les trouver, donc il faut aller avec les gens de l'ONF qui vous offrent du jus de pomme et du calvados pour le terrain. C'est assez original comme terrain, d'ailleurs. Et du coup, on a collecté les fruits, on a pris les pépins, on les a fait pousser, on a génotypé les seedlings pour vérifier s'ils étaient hybrides avec le pommier sauvage ou ils étaient purs sauvages, et on a comparé leur taux de croissance et leur taux de germination. Et ce qu'on montre, c'est qu'ils germent plus tôt, que les hybrides germent plus tôt et croient plus vite que les seedlings sauvages. Donc potentiellement, les hybrides sont plus compétitifs, au moins en premier stade de croissance, que les pommiers sauvages. Donc potentiellement, ces flux de gènes sont une menace pour le pommier sauvage européen. Donc à cette époque-là, on s'est dit, OK, il y a plein de flux de gènes et on les influence directement. Il y a potentiellement des conséquences adaptatives sur le long terme. Donc il serait peut-être temps de mettre en place des programmes de conservation. Donc on a commencé à discuter avec l'Office national des forêts, avec l'Association française d'agroforesterie, pour mettre en place des programmes de conservation.
Sauf que pour mettre en place des programmes de conservation, il faut connaître la diversité génétique de votre espèce et aussi la structuration génétique. Donc avec les mêmes marqueurs microsatellites, on a regardé cette structuration génétique en Europe et on a vu qu'il y avait 5 groupes génétiques principaux, un en Scandinavie, un en Europe de l'Est ici en rouge, un en Italie et 2 en France. Et en utilisant des simulations, on a montré qu'en fait, ces groupes génétiques résultaient des changements climatiques passés du dernier glaciaire, du dernier maximum glaciaire. Alors, il y a 20 000 ans, en fait, on a une diminution des températures à travers le monde, et en particulier en Europe, les espèces tempérées ont migré dans ce qu'on appelle les refuges glaciaires, donc la péninsule ibérique, l'Italie et les Balkans. Ce qui a fait que nos populations se sont différenciées, donc elles ont divergé au niveau intraspécifique. Il y a 10 000 ans, au moment de l'Holocène, la plupart des populations ont migré vers le nord de l'Europe et on a une recolonisation et ces populations qui ont divergé se sont retrouvées en contact dans des zones hybrides et c'est ce que vous voyez ici, par exemple, entre le violet et le jaune ou le violet et le rouge. Et donc, on a montré par ces simulations que lors de cette recolonisation, on avait eu énormément de flux de gènes. Donc nous, c'était super intéressant pour nous dire, OK, on a au moins 5 unités génétiques à conserver si on veut faire des programmes de conservation. Ça nous a permis de mieux comprendre le rôle des flux de gènes pendant la divergence intraspécifique chez un fruitier tempéré. Il y avait très peu d'études qui avaient été faites à part chez les sorbus. Et surtout, en fait, que le pommier sauvage avait répondu au changement climatique passé. Et la question, c'est est-ce que derrière ça, on a des gènes, combien on a de gènes, ou est-ce qu'on a des épillets impliqués? Et est-ce que le pommier est aussi plastique à ces changements climatiques? Alors, pour répondre à cette question, on est reparti sur le terrain. On a été en Roumanie, on a été en Autriche, on a été aussi à Fontainebleau. À côté, on a fait des appels à échantillonnage de pépins. Peut-être que vous avez contribué. Et merci à toutes les personnes qui nous ont aidés. Et après une grande aventure scientifique, politique, personnelle, c'est pour ça que je mets tous ces logos, on a installé un verger conservatoire expérimental sur Paris-Saclay où on a planté à peu près 400 arbres qui venaient, enfin 400 arbres, on a semé des pépins et qui venaient de ces 5 groupes génétiques. Alors on a commencé en octobre 2019 à planter à peu près 1200 seedlings, non pardon 2000, qu'on a génotypés ici, vous les voyez ici, et puis bam, le Covid arrive, donc un an après on les a laissés pousser en serre, et ils ont super bien poussé, il y en a qui sont plus de 2 mètres de haut. Et en novembre 2020, on a enfin planté le verger pendant le 3e confinement, on était 20, au lieu d'être 50 ou 60, donc c'était aussi une aventure. Et du coup, on a eu de l'aide de personnes en insertion, les ESAT, des chercheurs aussi, que je tiens à remercier encore une fois. Donc là, vous avez une image idéaliste du verger. Où on a le verger, on a aussi planté une haie bocagère qui permet la colonisation de la faune et de la flore locale. Alors, dès le printemps suivant, on a commencé à mesurer les phénotypes de ces arbres et aussi à séquencer des feuilles. Et c'est là où l'aventure a commencé avec William. On s'est dit, ça serait chouette de voir les différences génétiques entre ces groupes génétiques. Et donc, le but de cette station, c'est de comprendre la réponse des pommiers au changement climatique et aussi à d'autres parasites, et de savoir si on a eu potentiellement le climat qui a été un facteur de sélection chez le pommier sauvage, et combien et quels gènes sont impliqués. C'est aussi une source ex situ de ressources génétiques pour les programmes de conservation et d'amélioration variétale. Et on a aussi un gros programme de médiation scientifique qui est dirigé par Amandine, qui s'appelle « Il y a comme un pépin pour la planète ». Et je ne développerai pas dessus, mais si vous voulez des supports, il n'y a aucun souci. Si vous avez des vergers, ils peuvent être utilisables. Et en fait, on a déployé ce système en Europe, parce que des 2000 seedlings, si vous avez retenu le nombre de seedlings, on n'en a planté que 400 et on s'est dit, ça serait chouette de continuer l'aventure. Et du coup, on a commencé à en planter beaucoup en France, ici, vous voyez les points jaunes. Et aussi, on a mis en Roumanie, au Danemark. Le design est un peu plus petit il est 4 fois plus petit que le design de Saclay. On a à peu près une centaine d'arbres. Et donc, le but, en fait, de ces common garden plantés un peu partout, c'est de comprendre la réponse au climat des pommiers sauvages, mais on a aussi planté des vergers de pommiers cultivés que vous voyez ici en rouge en Belgique, en France et en Espagne, et de comprendre à la fois la réponse des pommiers sauvages et des pommiers cultivés au changement climatique.
Alors ici, vous avez des données préliminaires pour le pommier cultivé. Vous avez une PCA qui intègre le temps de floraison et l'activité photosynthétique des arbres. Et c'est très préliminaire, hein, c'est un peu qui a été sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et on voit clairement une différenciation. Enfin, clairement. En tout cas, on voit une différenciation entre les sites France et Espagne. Et donc, c'est Sergio et Maxime qui sont en thèse. Sergio a fini, a soutenu. Et Maxime qui étudie ces données. Et en fait, de manière préliminaire à ces expérimentations in natura, on a lancé un projet en 2019, donc c'était en parallèle des vergers pour tester la réponse des pommiers sauvages et cultivés, mais cette fois-ci en conditions contrôlées. Et donc, on a utilisé les écotrons. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà travaillé avec l'écotron à Foix-Juif. Il y en a aussi à Montpellier, il me semble. Et donc, l'idée était, là, vous voyez, c'est toutes petites cellules, hein, ça fait 6 mètres carrés. Donc là, vous avez un peu mal au dos quand vous faites les manips. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des pépins du Danemark, de France, de Roumanie et aussi d'Arménie. Et on les a transférés réciproquement dans différents climats, climat français, roumain, arménien, danois. Et on a utilisé une approche intégrative où on a mesuré des phénotypes à différents niveaux, à la fois regarder la performance, les morphologies et aussi la physiologie, qui étaient des choses qu'on ne regardait pas forcément habituellement. On regardait principalement la fitness de croissance ici. Et aussi quels étaient les gènes impliqués, donc les gènes exprimés, mais aussi on a séquencé les génomes. Donc ça, c'était les travaux de M2 de Noémie et de Yoré. Et l'idée derrière est de tester si on a de l'adaptation locale ou de la plasticité chez le pommier sauvage. Et on avait rajouté aussi des pommiers cultivés, mais je ne détaille pas ça ici aujourd'hui. Alors, s'il y a de l'adaptation locale, à quoi on s'attend chez les pommiers sauvages? Nous, notre estimation de la fitness ici, c'est la survie des plantules. S'il y a de l'adaptation locale, on s'attend à ce que les plantules danoises elles aient une meilleure fitness, une survie dans le climat danois. Les seedlings roumaines, pareil, dans le climat roumain, etc., etc. Donc ça, c'est la théorie, et comme d'habitude, la pratique, les résultats sont un peu différents. Ici, on voit le taux de survie en ordonnée, et en axis ici, les différents climats, Arménie, Danemark, France, Roumanie. Ce que vous voyez déjà pour les seedlings qui venaient du Danemark et de France, la survie des seedlings danoises, elle est la plus haute dans le climat danois. La survie des seedlings françaises, pareil. Donc, on a potentiellement de l'adaptation locale, en tout cas pour les populations françaises et danoises. Par contre, si vous regardez la survie des Roumaines, on a une survie très faible, quels que soient les climats, donc a priori de la maladaptation. Et alors, Malus orientalis, donc, qui est en fait le point arménien, qui est une espèce sauvage qui est utilisée pour les programmes d'amélioration variétale, qui a beaucoup de sources de résistance. On voit qu'elle est ultra stable, quelles que soient les conditions. Et en jaune, en fait, c'est Malus domestica, c'est le pommier cultivé. Donc, ils sont très, très stables. Donc, on a potentiellement de l'adaptation locale, une valeur génétique. Et ensuite, on voulait savoir, OK, est-ce qu'on peut aussi avoir de la plasticité et où de la plasticité? Donc là, je vais vous montrer des plots uniquement pour le pommier sauvage européen. Alors, qu'est-ce que c'est la plasticité avant d'aller plus loin? C'est la capacité d'un génotype à exprimer différents phénotypes selon les conditions environnementales. Et je ne vais pas commenter tous les graphes. Globalement, là, vous voyez que chaque ligne, c'est lié au trait qu'on a mesuré, la croissance, la morphologie, les carbone-nitrogène ratio. Pardon, c'est l'activité photosynthétique, et ici, c'est la morphologie. Et pour les trois populations de pommiers sauvages, donc en vert, c'était la population française, en bleu, la population danoise, et en rouge, roumaine. Et globalement, ce que vous voyez, c'est que toutes les courbes sont parallèles. Ça, c'est des patterns typiques de plasticité phénotypique. Donc, on s'est dit, OK, il y a potentiellement une base génétique, ou même peut-être s'il y a de la plasticité, ça peut être épigénétique. On va essayer de regarder les gènes exprimés selon les climats et selon les populations. Donc ça, c'est le travail que Ronan a terminé, et on voit clairement que la plupart des gènes différentiellement exprimés, c'est expliqué par le climat. Et donc, en parallèle, Shillong a associé des SNP synonymes et non synonymes à des variables climatiques pour recroiser avec les gènes différentiellement exprimés et potentiellement trouver des SNP ou des gènes impliqués qui ont été sélectionnés par le climat. Donc ça, c'est un manuscrit qu'on est en train de terminer. Et donc là, pour résumer cette partie, donc déjà en conditions contrôlées, en utilisant cette approche intégrative, on voit qu'il y a une forte plasticité des pommiers sauvages au climat. On a une adaptation potentielle des populations françaises et danoises, alors qu'on a potentiellement une maladaptation des populations roumaines. Et le pommier cultivé est ultra stable, quelles que soient les conditions climatiques.
Alors, encore une fois, c'est en conditions contrôlées. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, entre autres, chez Arbido et qui montrent des résultats en conditions contrôlées qui sont différents en conditions naturelles. Donc là, tout ce qui sont les gènes impliqués, on est encore en train de regarder en conditions contrôlées, mais on a surtout ces programmes avec la réponse sur le terrain. Et donc, il y a Maxime qui a commencé en thèse aussi pour aussi prédire la réponse des pommiers cultivés et sauvages aux futurs changements climatiques avec des analyses de genomic offset. Donc, c'est un financement que vient d'avoir de la BNP sur les pêchers, les abricotiers, les pommiers, la vigne et les oliviers. Et il y a aussi Amandine et Mathieu qui construisent une énorme base de données phénotypiques là-dessus. Je suis très heureuse d'en rediscuter. On est enfin dans la discussion de ces analyses de genomic offset. Donc, j'ai beaucoup parlé du rôle de la sélection naturelle dans la divergence des espèces sauvages au changement climatique, mais pas beaucoup de la sélection humaine qui a amené à la divergence du pommier cultivé. Donc ça, c'est Chiong qui est en train de financer un manuscrit qui regarde le nombre de gènes impliqués durant la domestication du pommier, et en particulier, on a vu qu'il y avait beaucoup de flux de gènes sauvages vers cultivés, et on essaie de regarder en fait le paysage génomique. Quels sont les gènes qui ont été introgressés? Est-ce que ces gènes sont liés à l'adaptation au climat? Et on voit en effet qu'il y a des gènes impliqués dans l'adaptation au climat qui ont été introgressés par le pommier sauvage européen et certaines populations de pommiers sauvages européens. Et donc, quelque chose qui a découlé de ce projet, et on a commencé à travailler, enfin, on continue à travailler ensemble avec William et toute son équipe, c'est regarder le rôle des éléments transposables, puisqu'on sait que ces éléments qui sont des régions répétées du génome, que Moen a déjà présenté, pas tout le monde a déjà présenté d'ailleurs, puissent avoir potentiellement un rôle dans la domestication. Donc, on fait une approche de géométrie d'époque comparative, où on regarde les pêchers, les abricotiers, les amandiers, les poiriers et les pommiers. Et donc, c'est toute l'équipe qui est impliquée sur différents aspects de cet ANR jeune chercheur, qui est une jeune chercheur PRC, si je puis dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes impliquées. Donc, il y a des experts des modèles, en fait, pommiers, poiriers, abricotiers, amandiers, Véronique et David Chanier, Véronique Degros et David Chanier. Il y a des experts bioinformaticiens, le CNRGV, qui nous ont vachement aidés pour optimiser les extractions d'ADN et de... J'admets Vincent Lépice. Petite interruption. Surtout sur l'optimisation des extractions d'ADN, on n'avait jamais fait de pack bio. Et aussi, Johan Confet qui a noté tous les génomes qu'on a générés, que je vous expliquerai après. Et enfin... Ah, non, excusez-moi. Et enfin, il y a des experts des éléments transposables, d'évolution des éléments transposables. Donc, au GQE, historiquement, donc, il y a Karine Alix, Clémentine Witt et Maud Tenaillon, et il y a Yann Bourgeois avec qui on collabore beaucoup aussi. Et donc, le principe de ce projet, c'est d'essayer de comprendre le rôle des éléments transposables dans la domestication. Donc, on regarde GenomeWhile, la fréquence des insertions en éléments transposables entre populations cultivées et sauvages. On a à peu près une trentaine de populations qui ont été séquencées en short read. Et on a fait aussi des packs bio en long read, on a à peu près une trentaine de génomes en pack bio. On en a profité pour regarder l'évolution des aussi d'auto-incompatibilité avec Vincent Castric en projet préliminaire. L'autre idée, c'est de reprendre nos travaux précédents, donc de Shilong aussi sur l'abricotier, et il y a aussi Yuchi qui travaille sur les poiriers, et Aurélie qui travaille sur tous les systèmes, où on a fait des genome scans pour regarder les signatures de sélection, et de voir si, dans ces régions-là, on a des insertions en éléments transposables, et de voir si ces éléments transposables ont toujours un rôle dans la domestication. Et on a une troisième partie, on regarde le paysage des méthylations en réponse à un stress biotique et à un stress abiotique. Donc ça, c'est la thèse de Ronan et avec Anthony qui développe tous les protocoles expérimentaux. Donc je serais très contente d'en rediscuter. Et donc tout ça pour dire que en fait, on a besoin de connaître l'histoire évolutive de nos espèces cultivées de manière précise pour ensuite comprendre leur réponse au changement climatique. Donc, si je résume un peu, on voit qu'on a une histoire complexe de domestication avec beaucoup d'espèces qui sont impliquées, et ça, c'est connu maintenant chez beaucoup d'espèces de fruitiers, et aussi de céréales d'ailleurs. On a énormément de flux de gènes cultivés vers sauvages qui ont des conséquences pour la diversité des espèces sauvages et potentiellement des allèles d'intérêt pour les programmes d'amélioration variétale. Donc, par exemple, la résistance à des parasites, mais aussi la résistance à la sécheresse. Et enfin, on a les gènes et des éléments transposables impliqués dans la domestication. Donc là, on est encore en train de les étudier et il y a principalement Aurélie qui se lance dans la génomique comparative, génomique d'époque comparative.
Et donc maintenant qu'on a une bonne idée de ce qui est cultivé, de ce qui est sauvage, du niveau de flux de gènes, etc., on a essayé de tester l'adaptation et la plasticité et quels allèles étaient impliqués. En conditions contrôlées, on voit qu'on a de la plasticité et aussi de l'adaptation locale au climat, alors principalement chez les sauvages, et on est encore en train de regarder ça sur nos designs expérimentaux. Et maintenant, on essaye de regarder le rôle des épiallèles, des méthylations et des éléments transposables. Comme vous savez, les éléments transposables ils peuvent être activés, désactivés selon les conditions environnementales. Et en fait, chez les arbres, c'est vraiment un moyen très flexible de pouvoir répondre à l'environnement, au climat. Les arbres sont des espèces pérennes qu'on va planter pendant des années dans des vergers. Et ça a des conséquences, en fait, sur nous, ce qu'on va faire sur le long terme, ou si on veut faire de l'amélioration variétale. Un arbre qui est plastique et qui arrive facilement à répondre à l'environnement, ça va être quand même assez pratique pour un fermier, par exemple. Et en fait, ces pratiques qu'on a fait évoluer liées au trait d'histoire de vie des arbres fruitiers, le fait qu'ils vivent longtemps et qu'on doit les laisser longtemps pour des années, c'est pas uniquement un problème quand on regarde le changement climatique, mais c'est aussi un problème plus général pour la réponse aux parasites, puisque bon, c'est pas uniquement pour les arbres fruitiers, mais aussi pour les céréales. On a eu tendance à planter sur des énormes surfaces, sur de très long terme, un seul même génotype. Ça a permis le développement et l'émergence de nouveaux parasites, et en particulier chez les pommiers, chez l'olivier, chez la banane. Et peut-être qu'il faudrait qu'on reparte un peu sur la théorie de Vallée-Villov, repartir sur la diversité, favoriser les flux de gènes, intracultivés, cultivés sauvages et viser moins la performance pour une agriculture plus résiliente. Je laisse la discussion ouverte et que la conclusion, c'est qu'on a encore besoin de recherche fondamentale sur la biodiversité pour mieux comprendre la réponse des fruitiers au changement climatique. Et sur ce, je voulais déjà vous remercier pour votre attention. Je voulais remercier l'ensemble des financeurs et aussi l'ensemble des échantillonneurs qui nous aident depuis des années pour ces projets, l'ensemble des personnes au Moulon, à l'ESE et aussi au CNRGB et toutes les analyses de génome. Et bien sûr à l'équipe. Et sur ce, merci beaucoup. Je serais heureuse de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci pour ce talk. J'ai une question par rapport à la domestication. Du coup, est-ce qu'il est possible, envisageable que certains des pommiers sauvages que vous regardez ont été domestiqués par le passé, ils sont retournés à l'état sauvage? Est-ce qu'il y a moyen de le voir? Est-ce que vous pouvez le voir? Oui, la féralité. Alors oui, la domestication, retour à l'état sauvage, tu peux avoir ça. Mais en fait, nous, on arrive avec nos analyses parce qu'il n'y a plus de pommiers cultivés en Europe. En fait, il n'y a pas de population initiale de pommiers cultivés, donc on arrive à faire la différence entre ce qu'est un vrai pommier cultivé et un vrai pommier sauvage. La domestication, vu l'échelle de temps, je ne sais pas s'ils ont eu le temps de domestiquer du pommier sauvage sylvestris. En fait, si tu vois l'arbre sylvestris, pour le domestiquer, il faut quand même y aller. Donc, en tout cas, nous, on n'a pas de trace de ça dans nos données. Mais c'est carrément envisageable. Ouais. Les signes d'introgression des sauvages vers les non, pardon, domestiqués vers les sauvages, est-ce que vous avez pu les dater? Est-ce que c'est assez récent? Donc, il y avait cette histoire de densité peut-être de vergers qui étaient impliqués. Est-ce que vous avez des données historiques aussi pour tracer ça? Ouais, en fait, c'est en tout cas en Europe, c'est super récent. Ça, il y a moins de 1500 ans. Donc, et là, ce que tu vois là sur structure, c'est les 10 dernières générations. Donc, ça fait une centaine d'années. Donc, c'est super récent. Et en fait, quand on a refait les échantillonnages, donc c'était à peu près plus ou moins 7-8 ans après, on voit que les taux d'introgression, en fait, ils montent. Bon, alors, on n'a pas rééchantillonné le même sampling, hein, mais ouais, on les revoit et c'est super récent. En plus, c'est des marqueurs microsat. Donc, ça évolue assez rapidement. Donc, c'est vraiment footprint récent, quoi. Et après, au niveau, quand on utilise des jeux de données SNP, on voit moins ces marques. Donc, c'est vraiment super récent. Après, les dater, c'est assez compliqué. En fait, toutes les espèces, là, elles ont un polymorphisme ancestral de malade. Du coup, faire des datations comme on peut faire sur d'autres modèles, ouais, on ne fait pas, quoi. Merci. Pour la plasticité, vous travaillez sur les seedlings, pas sur des clones. Il n'y a pas
Alors, il y a les deux. Ah oui, alors l'effet maternel, justement, on a essayé de le prendre en compte dans nos modèles stats, hein. Alors, potentiellement, c'est le problème, hein, quand on travaille sur les arbres, retirer l'effet maternel, c'est pas comme chez une espèce autogame où on peut facilement faire des croisements. Donc, de toute façon, on doit le contrôler, ça c'est clair. Donc, en fait, on a planté des pépins qui venaient de la même mère pour contrôler pour cet effet maternel. Après, on a les vergers qu'on a plantés dehors, on a des individus qui sont greffés. Donc, on teste les deux, en fait. En fait, ça dépend de nos questions. Si on veut tester l'adaptation locale, on préfère partir de pépins, parce que si après on greffe le pommier sauvage, ça n'a plus trop de sens, parce qu'il y a un effet du porte-greffe. Et après, si on veut tester globalement et comparer interpop, là, on greffe. Dernière question pour toi, Christophe. Ouais, donc, tu as parlé de performance en conclusion. Moi, je souhaitais aborder le concept de robustesse. Comment est-ce que la filière, en fait, ou comment les scientifiques arrivent à faire passer cette notion ou cette transition de performance vers la robustesse? Bon, il y a plein d'arguments scientifiques convaincants, notamment l'introgression, quoi, hein, qui justement permet de nuancer et à la fois gagner sur les deux terrains. Comment vous faites quoi, pratiquement pour essayer de faire une transition peut-être douce, hein? Alors, pour être honnête, cette notion de robustesse, en fait, on a commencé à en discuter chez les fruitiers parce que c'est un concept que, pour l'instant, qui n'est pas très appliqué. Il était plus appliqué chez les céréales, alors peut-être chez les arboristiers aussi. Donc, on n'est pas du tout au stade de discuter avec les farmers. Là, ça sera peut-être à la fin du projet, dans 3 ans. Mais là, justement, on est en train de définir qu'est-ce que c'est la robustesse dans nos modèles, quoi, de genomic offset. Et comment tu l'estimes par rapport à des céréales. On discutait de ça il y a 3 jours, pour tout te dire. Donc, je n'ai pas la réponse, mais je serais heureuse d'en discuter avec toi. Si on dit, on va être obligé d'enchaîner, mais tu restes là ce soir. Donc, c'est des discussions